parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble encore pendant une demi-heure et c'est une demi-heure de respiration positive, parce qu'on va essayer de se poser la question, est-ce que c'est normal de tout voir en noir tout le temps? Est-ce que c'est normal d'être attiré presque par les mauvaises nouvelles en permanence ou d'avoir l'impression que le monde s'effondre à peu près chaque minute qui s'écoule? Bien sûr que non, c'est pas normal, et on va en discuter avec Eddy Fougier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, auteur de ce petit livre absolument formidable. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal? Le fléau du pessimisme pour la démocratie, c'est aux éditions de l'Aube. Et c'est vrai que quand on regarde, nous, l'actualité, surtout quand on travaille dans ce milieu, Gaza, Trump, l'IA, Elon Musk, les conséquences des élections ici et là, on a l'impression tout le temps d'avoir un biais négatif. Mais comment vous avez eu envie de défendre à bras-le-corps le positivisme? Alors, moi, professionnellement, je donne des cours sur les conflits internationaux et sur la crise de la démocratie. Donc, je baigne dedans aussi. Et j'enseigne dans une école de journalisme sur l'actualité. Donc, effectivement, on retrouve Gaza, Trump, l'Ukraine, Mazan, etc., etc. Donc, la plupart du temps, des informations qui ne sont non seulement négatives, mais également anxiogènes. Et c'est ça aussi qui a été un peu le déclencheur de ce travail et de ce livre, à savoir le fait que l'exposition quasi permanente que l'on a tous, professionnels et non professionnels, vis-à-vis de ces informations négatives, ont un impact sur notre santé mentale. Et n'oublions pas que l'année 2025, c'est la grande cause nationale, la santé mentale. Et donc, il faut se poser la question, il y a même un journaliste qui a voulu mettre un patch. Attention, l'information négative tue, comme il y a des patchs sur les paquets de cigarettes. Il faut prendre conscience de ça. C'est le but de ce livre, essayer de prendre conscience sans chercher à voir systématiquement le verre à moitié plein, comme on le dit communément, sans nécessairement mettre ses lunettes roses en pensant que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas du tout ça. C'est juste prendre conscience de ce qui se passe et d'essayer de comprendre effectivement pourquoi ce discours négatif et cette vision négative sont aussi prédominants et pourquoi aussi le discours positif est aussi peu crédible. Mais ça, on va y venir dans le détail. J'aimerais vous faire écouter un son et vous allez me dire si la tendance de ce que vous entendez est plutôt juste. Nous sommes le pays du monde qui mobilise le plus de dépenses publiques. Nous sommes le pays du monde qui a les impôts et les charges sociales les plus élevées. Et si l'abondance des impôts faisait la richesse et le bien-être d'une nation, nous serions le pays le plus prospère et le plus heureux de la planète. Et pourtant, les Français sont de plus en plus mécontents de leurs services publics. Et pourtant, notre économie souffre. Et pourtant, ce qui est plus frappant encore, nous sommes le pays le plus pessimiste au monde. C'était François Bayrou, hier, lors de sa conférence de presse qu'il a donnée pour faire état de la piste pour les 40 milliards d'euros d'économie. Il a raison sur le constat, sur ce pays qui affiche, on va dire, des statistiques presque déraisonnables, contradictoires en tout cas. Alors, sur le constat du pessimisme collectif, parce qu'il faut faire la part entre le pessimisme personnel et le pessimisme collectif. Donc le pessimisme collectif, c'est comment on voit la situation du pays, comment on voit sa situation évoluer, et comment on voit l'état du monde, voire l'état de la planète. Et en l'occurrence, ce que l'on voit dans les enquêtes, c'est que dans les pays développés, ce pessimisme collectif est prédominant. Et ce que l'on voit souvent, c'est que parmi les pays les plus pessimistes, la France, notamment avec le Japon aussi, figure très souvent parmi les pays et les populations les plus pessimistes. C'est ce que vous dites dans le pessimisme collectif prédominant. Vous dites seuls 40% des personnes interrogées considèrent que les choses dans le monde s'améliorent plus qu'elles ne se dégradent. En revanche, on atteint les 22% en France et les 20% au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans le monde, en France, il y ait ce petit village de Gaulois qui considère en effet qu'il y avait peut-être un peu plus de malheur du monde du côté de Paris que d'un autre pays sur la planète? Alors, c'est pas le thème du livre, mais je vais quand même répondre à votre question, parce que c'est un sujet qui a été abondamment étudié. Alors déjà dans les constats, c'est pas uniquement dans les enquêtes que l'on voit ça. Les travaux de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP ont montré que, par exemple, un cadre supérieur en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, à niveau de vie, à mode de vie équivalent, le cadre supérieur français aura une vision toujours plus pessimiste de sa situation personnelle. Donc c'est quelque chose
de général, les analyses qui ont pu être faites vont mettre l'accent sur la dimension culturelle, notamment l'éducation, sans aucun doute. D'autres vont mettre l'accent plutôt sur la dimension politique. Effectivement, on est le pays de la Révolution française. Bon, moi, j'ai tendance à... Il y a un facteur qui m'amène à penser qu'on est peut-être un peu plus pessimiste que les autres, c'est le sentiment, et je pense que nombre de vos éditeurs et vos éditrices le partagent, c'est le sentiment en France que l'on perçoit un peu plus qu'ailleurs, qu'on n'a pas de deuxième chance. Dans la vie, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que si on fait un mauvais choix d'études, ou si on ne va pas jusqu'au bout... Voilà. Si on se rate, on ne peut pas se rattraper. Il y a un peu ce sentiment-là, à tort ou à raison. Si on fait un mauvais choix de lieu de résidence, et on a le sentiment d'être assigné à résidence. Si on est un senior licencié, si on perd en même temps son emploi, son logement, etc. On peut plus se rattraper. Et les enquêtes qui avaient été menées notamment sur les rapports au travail, les rapports à la pénibilité, les réactions, les perceptions de la réforme des retraites, effectivement, tout ça montre qu'en France, on est un petit peu plus négatif qu'ailleurs. On vit un peu plus mal dans son travail. Et cette idée qu'on n'a pas de deuxième chance, c'est quelque chose qui ne correspond pas à cette vision méritocratique républicaine classique. Mais restons sur ça, en plus c'est très lié à la démocratie, on va y venir, c'est notamment ce que vous essayez de démontrer parfaitement dans votre livre. Vous parlez justement de ce pessimisme excessif et vous montrez à un moment dans le livre comment ce pessimisme en vient pratiquement à être totalement détaché de la réalité. Vous écrivez: ce pessimisme collectif est souvent excessif, qu'il peut être quelquefois sans lien avec la réalité et même prendre quelque peu la forme d'une bulle. C'est-à-dire que certaines personnes peut-être s'entretiennent en réalité dans un schéma de pensée qui fait qu'il y a toute une partie, peut-être des éléments encourageants qui ne viennent pas jusqu'à eux. Alors, à titre individuel comme à titre collectif. Alors c'est toujours délicat de parler de... même si j'assume le concept de pessimisme excessif, parce que quand on voit l'actualité, quand on voit la question du climat, la question de l'évolution de la démocratie, des conflits, on ne peut être que à minima inquiet. Il n'empêche que, pour moi, il y a quand même un écart entre une vision objective de la situation et le sentiment général que l'on peut avoir. Et je donne quelques exemples, et l'exemple le plus évident, c'est bien évidemment la perception collective que l'on a eu des Jeux Olympiques en France en 2024. Quand on regarde les enquêtes d'opinion avant, effectivement, on voyait soit de l'indifférence, soit de l'inquiétude. Le terme qui, après la réussite de ces Jeux, dominait, c'était le terme de fierté. Donc on voit bien ce gap. Et en l'occurrence, je m'inspire également de ce qui a été analysé aux États-Unis. On s'aperçoit depuis 5-6 ans qu'il y a une déconnexion entre la perception que les Américains ont de l'état de leur économie et l'état réel de leur économie. Et ça a un impact. Parce que si vous pensez que la situation est en crise, vous n'allez pas consommer, vous allez épargner et ça va avoir un effet autoréalisateur. En fait, c'est presque un cercle néfaste. C'est-à-dire que comme la perception est mauvaise, on se retient de faire des choses qui permettraient peut-être d'améliorer la situation personnelle et collective. Ça vaut sur le plan économique comme ça vaut sur le plan politique. Puisque, effectivement, vous allez plutôt être enclin à voter pour les mouvements les plus extrémistes, ceux qui ont un discours ultra décliniste, et ça va accélérer effectivement un certain nombre de situations, comme on peut le voir aux États-Unis depuis le retour au pouvoir de Trump. Donc, pour moi, c'est pas uniquement un état d'esprit personnel, c'est aussi un impact collectif évident. On le voit aussi sur la démographie, sans aucun doute. Et on va le voir sur la démographie, mais aussi sur la démocratie. Comment le pessimisme vient à, on va dire, enrayer la machine démocratique, et surtout, s'il y a du négatif un peu partout, qui en sont les responsables, les militants du négatif, peut-être au point parfois d'en faire un business. On en parle avec Eddy Fougier qui signe ce livre. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal? C'est aux éditions de l'Aube. Vous êtes bien sur Sud Radio, on revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal? C'est le fléau du pessimisme pour la démocratie. C'est en tout cas ce que démontre dans son livre Eddy Fougier, politologue. Vous êtes toujours avec nous, merci. Juste avant la courte pub, on était en train d'expliquer à quel point parfois il pouvait y avoir une différence entre la réalité et les faits, au point d'ailleurs d'avoir un impact sur la démocratie, c'est-à-dire sur les votes et sur ce que le pays est en train ou va devenir.
Oui, alors l'un des déclencheurs de l'écriture de ce livre, ça a été une enquête qui a été menée aux États-Unis par Ipsos, avec un certain nombre d'affirmations sur l'état du pays, sur l'inflation, sur l'immigration, sur la sécurité. Et on s'aperçoit, que beaucoup d'Américains se trompent sur leur perception de l'état du pays, et que les électeurs de Trump se trompent de façon assez systématique. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont voté sur la base d'une perception erronée de l'état de leur pays. Donc ça pose des questions. Moi, en tant que politologue, je ne me pose pas la question de savoir pourquoi. Je ne juge pas sur le fait que... Il ne s'agit pas de juger des votes, mais de comprendre pourquoi ce vote a eu lieu. Mais il n'empêche qu'on peut considérer qu'un citoyen va voter en toute connaissance de cause, sur une base rationnelle, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. Il a voté sur un ressenti, dans un contexte de polarisation extrême, et sur la base d'éléments mensongers ou erronés. Ça pose effectivement des questions fondamentales sur la démocratie. Mais s'il y a un certain discours qui perdure, vous signez tout un chapitre sur les conspirateurs du malheur. Vous essayez de faire rentrer dans les catégories, on va dire, les quelques responsables, en quelque sorte, de cette atmosphère parfois pessimiste, négative. Vous dites notamment qu'il y a les médiateurs, donc on va dire la presse. Mais c'est un peu notre conversation avant que les micros s'ouvrent, c'est-à-dire, c'est un débat compliqué. Est-ce que les médias vendent un peu de négatif parce que c'est ce que les gens veulent, et ils aiment un peu comme les Romains la soif, on va dire, des jeux et du sang, ou au contraire, c'est parce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les médias en vendent, donc ils provoquent un immense et vaste effet de pessimisme un peu partout sur le territoire. Alors c'est difficile de faire la part des choses, de savoir où est la poule, où est l'œuf. Parce qu'il y a des médias qui vont mettre l'accent dans certaines rubriques sur des évolutions positives, d'autres médias qui vont être très spécialisés sur le positif, comme le média positif, qui rencontre un très beau succès, mais les médias en général, notamment les médias généralistes nationaux, vont mettre l'accent sur l'actualité générale qui, très souvent, non pas est négative en tant que telle, mais ils vont avoir tendance à mettre l'accent sur ce qui relève d'une rupture de la normalité, ce qui est logique. Il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est en 2015, lorsqu'il y a l'accident de la Germanwings, cet avion. Il y avait un communiqué d'Airbus qui disait: il y a un Airbus qui atterrit toutes les 2 secondes. Effectivement, toutes les 2 secondes, il y a un Airbus qui atterrit. On ne va pas en parler. Les médias ne vont pas en parler. En revanche, quand il y a un crash, ils vont en parler. Bien sûr. C'est assez logique. Après, il faut effectivement... c'est difficile de faire la part entre le rôle des médias, leur biais de négativité, et puis le biais de négativité que le public a. Parce qu'il a ce biais de négativité. Notre cerveau est construit, a été programmé par la sélection naturelle pour voir d'abord les menaces, les risques. C'est ce que vous dites à un moment, surtout sur le cerveau. Vous dites que de toute façon, le négatif accroche à notre cerveau comme du velcro, et le positif glisse sur nous comme du téflon. Exactement. La phrase n'est pas de moi, mais elle est juste. Et les psychologues vous expliquent que c'est l'une des lois les plus universelles qui a été testée des milliers de fois, où on va être d'abord attiré par ce qui est négatif. Effectivement, au terme de cette interview, s'il y a plusieurs réactions positives, je ne vais pas trop y faire attention, je ne les préempte pas. S'il y a une réaction négative, je ne vais penser qu'à ça tout l'après-midi. C'est logique. C'est logique. Donc c'est difficile, encore une fois, de faire la part entre la responsabilité des uns et des autres. Si les médias ne traitent que de l'actualité positive, je ne suis pas sûr que le public suive. Mais il y a aussi un sujet, quand on lit votre livre, on a envie de se dire comment on peut, à notre petite échelle, essayer de sortir de cette spirale. C'est-à-dire comment on essaye de peut-être reprogrammer petit à petit notre cerveau pour se dire peut-être qu'il faut avoir des biais. Est-ce que ça engage peut-être les médias à ce qu'ils s'engagent, on va dire, à mettre un peu plus de la lumière sur de bonnes initiatives, ou est-ce qu'on peut, à l'échelle, nous, du citoyen, réussir à sortir de cette sinistrose ambiante? Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que les médias font beaucoup d'efforts via le journalisme de solution, le journalisme constructif, la presse, notamment la presse à un échelon local, ou des rubriques autour, par exemple, de l'innovation, autour des technologies, en général, ont une connotation positive. Donc il y a des efforts de ce côté-là. Et du côté du public, moi j'engage les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à déjà prendre conscience de ça. Et moi, le déclic personnel, ça a été durant le confinement, comme beaucoup l'ont vécu, avec le sentiment d'être bombardé
d'informations toutes plus négatives les unes que les autres. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour essayer de lutter contre ça. Et ce que je fais à mon échelle, outre ce livre, c'est depuis 4 ans maintenant, chaque jour, je publie une information positive sur les réseaux sociaux, ce qui montre, qu'il y a une abondance d'informations positives, et 2, que ça ne marche pas, ça n'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ce sujet, les politiques ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a presque une question toujours qui se pose, est-ce qu'on arrive à faire campagne, est-ce qu'on arrive à s'emparer d'un pays en ayant un discours positif? C'est-à-dire que oui, il faut montrer la lueur d'espoir, mais est-ce qu'on ne gagne pas? Et est-ce qu'avant tout, toute une partie de notre vie, on n'arrive pas à avoir des succès en s'appuyant sur les échecs des autres, sur ce qui ne va mal dans une entreprise pour conquérir une place, sur ce qui ne va pas dans le pays peut-être pour conquérir ou pour gagner une élection présidentielle? Est-ce qu'on arrive à utiliser le positif pour gagner? Alors, faudrait peut-être demander à un coach en tant que tel, mais sur le fond, moi je pense qu'il y a effectivement, par-delà les médias, par-delà le rôle de notre cerveau, un certain nombre d'acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont un intérêt à l'alarmisme, à la dramatisation. Si vous êtes effectivement un parti politique, en particulier de l'opposition, vous avez intérêt à en faire des tonnes par rapport à la politique du gouvernement ou la situation du pays. Si vous êtes une ONG, si vous voulez des bénévoles ou des donateurs, il faut être alarmiste aussi sur l'état du monde. On le voit bien sur la question du climat, mais même si vous êtes un expert, et là je parle en connaissance de cause, lorsque je traite des sujets positifs, j'ai beaucoup moins de sollicitations économiques ou de médias que si je traite des sujets liés à des vulnérabilités, des fragilités, des risques, des menaces, des dangers. Effectivement. Donc il faut prendre conscience de ça aussi, et d'autant plus que le discours positif, comme je le disais tout à l'heure, est véhiculé principalement par les gouvernements, les institutions internationales, les grandes marques, c'est-à-dire des organisations qui ne sont pas nécessairement jugées extrêmement crédibles. Donc un discours négatif, omniprésent et qui est instrumentalisé à des fins idéologiques ou économiques, et de l'autre côté un discours positif qui ne prend pas. Donc forcément l'addition est compliquée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience et essayer d'une manière ou d'une autre de faire bouger les choses. Le livre à se procurer pour les vacances, pour justement pouvoir bronzer sous un ciel de bonnes nouvelles, c'est Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal, le fléau du pessimisme pour la démocratie, c'est aux éditions de l'Aube. Et je remercie l'auteur d'avoir été avec nous, Eddy Fougier. Merci beaucoup, politologue, d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Et malheureusement, même si on essaye parfois d'être positif, il y a des mauvaises nouvelles qui frappent notamment le monde des médias, le monde de l'industrie. Nous avons appris il y a quelques instants la mort de Loïc Le Floch-Prigent, que vous avez souvent entendu sur cette antenne. Il a été un très grand patron, notamment celui de la SNCF, celui de GDF et celui d'Elf. Il a aussi eu un entre-gens. Il était connu dans le milieu politique pour avoir été notamment le directeur de cabinet directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, proche de Mitterrand, avant évidemment que des règlements de compte éclatent. Ça a été une figure qui avait toujours le mot vif, l'analyse cruelle, donc juste, et on en parlera et vous en parlerez, notamment vous, auditeurs, au 0826 300 300 sur Sud Radio, avec Les Vraies Voix. Ce soir, dans un instant, vous passez une bonne après-midi sur l'antenne de Sud Radio, et nous on se retrouve demain, même studio, même heure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.